Une fois n'est pas coutume, j'ouvre ma communication en vous faisant part d'un sentiment d'inquiétante étrangeté. En effet, en relisant Dire le vrai, recueil de poésie écrite à Sydney par Nikola Kurtovic et Dewey Gorodé du 15 juillet au 1er août 1997, 8 mois avant la signature de l'accord de Nouméa, combien la devise de la communauté de destin me paraissait sonner fausse, malgré ou à cause justement de ce souci de dire le vrai. En 1997, deux des écritures les plus authentiques de Nouvelle-Calédonie se croisaient, voulant montrer que les divergences pouvaient épouser le mouvement d'une trajectoire qu'on peut raisonnablement qualifier de trajectoire nationale. Comment une autrice de l'envergure militante de Dewey Gorodé, aussi ancrée, enracinée, orientée par la trajectoire politique de Kanaki, nom de souveraineté revendiquée, pouvait-elle s'accorder avec Nikola Kurtovic, auteur calédonien d'une autre dimension, qui s'exerce à se détacher du lieu tout en revendiquant d'être relié à sa terre natale, la Nouvelle-Calédonie. Comment pouvait-il ou voulait-il conjuguer leur écriture? En 1997, leur mérite fut d'avoir introduit dans l'espace littéraire la question politique centrale. Question politique dont la classe politique est dans l'incapacité de bien traiter, si ce n'est par le commerce des promesses ou le calcul des négociations. Question politique qui réoriente de manière obsessionnelle le devenir de l'archipel. Question politique provoquée par l'histoire sociale des vagues coloniales et postcoloniales des différents peuplements. Question politique enfin des rapports conflictuels intercommunautaires autour du nom de souveraineté. En Nouvelle-Calédonie, les noms de pays expriment les conflits de souveraineté. Kanaki, nom récent, depuis 1985, désigne le monde culturel, historique et politique par lequel s'identifie une moitié de la population, peuplant l'archipel. La Nouvelle-Calédonie, nom datant de 1774, certes plus ancien, mais qui renvoie au Nouveau Monde institué depuis 1853 par la France. Comment ce clivage s'exprime-t-il dans l'espace littéraire? Je voudrais examiner ceci au point de vue des jeux et pratiques d'écriture. Je voudrais montrer comment les inscriptions des auteurs au monde s'exercent par des pratiques d'écriture, plus précisément par les styles, étant entendu que le style n'est pas qu'un genre rhétorique. Les styles sont les manières dont les écritures inscrivent les sujets dans un monde composé d'espaces entrecroisés, dont l'espace littéraire. Le style est un mode de subjectivation. Qu'est-ce que ça veut dire? La subjectivation est l'exercice qui transforme les individus en des sujets. Les jeux et pratiques d'écriture ou pratiques littéraires deviennent des rapports stylisés. Et ils inscrivent, ce sont ces rapports stylisés qui inscrivent les auteurs dans un monde social. Et ces devenirs, on peut les dénommer subjectivation politique par les styles d'écriture. Alors, pour mieux préciser comment ça se passe dans l'espace littéraire calédonien, je juge, et je sais que ça va être un petit peu étonnant, mais je juge nécessaire d'opérer un détour par la situation de l'Algérie des années 60 en confrontant les deux écritures les plus puissantes, celle de Kateb Yassine, d'Albert Camus, ensuite de recentrer vers des écrivains de Nouvelle-Calédonie, d'abord Jean Mariotti et Apollinaire Anova-Ataba, au sujet de l'écriture qu'ils font de 1878, la guerre
de 1878, pour finir enfin sur Nicolas Kurtovitch et les Wégorodé quant à leur écriture sur le devenir souverain. Je fais ces détours, ces comparaisons, pour mieux contextualiser les énoncés contemporains. Kateb Yassine écrit Nedjma contre l'étranger de Camus, bien avant que ce soit la mode avec Anwar Saïd et Daoud. Alors que le roman Nedjma décrit de manière directe les rapports de force coloniaux dans leur obscénité, brutalité, fantasme des violences sexuées et sexuelles, on reste subjugué par la neutralisation, le degré zéro de l'écriture ou l'anistorisme, pour reprendre les termes de Roland Barthes, justement au sujet des textes de Camus. Camus, le rapport qu'il entretient est un non-rapport à l'autre, notamment l'arabe. Le rapport n'existe pratiquement pas, si ce n'est en un sujet causé par le déterminisme solaire ou l'ontologie. Dans l'étranger, Meursault nous dit que c'est à cause du soleil qui tue l'arabe. Nedjma, en arabe, signifie étoile et personnifie par une jeune femme qui est convoitée et désirée, et elle métaphorise, pour ainsi dire, l'Algérie qui est divisée et unifiée par la diaspora algérienne. Pour Kateb Yassine, la littérature d'Albert Camus parle de l'Algérie façonnée par la France. C'est l'expression d'un Algérien alloctone qui se reconnaît dans l'Algérie de sa mère, l'Algérie de la France d'Algérie. On aura beau gloser à l'infini, l'ouverture de l'étranger commence par le rapport du non-rapport à la mère et par une phrase lapidaire « Aujourd'hui, maman est morte ». C'est ce lien au lieu ou ce non-lieu du lien qui exprime ce rapport du non-rapport à l'Algérie que critique Kateb Yassine avec cruauté et détermination. En 1957, Kateb Yassine adresse une courte lettre à Camus, son frère ennemi d'Algérie, devenu mondialement célèbre depuis l'attribution du prix Nobel. Puis, en 1958, Kateb Yassine remet les couverts et accorde une courte interview à René Vauthier, qui est le premier cinéaste à déconstruire la propagande coloniale. L'interview est extrêmement intéressante. Kateb Yassine parle du racisme colonial en faisant une littérature comparée entre L'étranger et Lumière d'août de Faulkner. Trois grands écrivains mentionnés dans une même interview, dont l'un, Kateb Yassine, se fait le commentateur. Kateb Yassine reproche à Albert Camus l'absence d'arabe dans sa littérature, alors que Faulkner, propriétaire raciste, esclavagiste, dixit Yassine, alors que Faulkner essaye de comprendre le nègre, dixit Yassine, pour le décrire et faire entendre sa voix. Je vais creuser et approfondir ce non-rapport aux Arabes, peuplant l'Algérie natale de Camus. En 1968, Jean Grenier publie ses souvenirs sur son ancien élève de classe de terminale, devenu un ami proche au point que Camus considérait Grenier comme son maître. Jean Grenier était professeur expatrié au lycée d'Alger et, nous dit-il, il fréquente depuis 1925 Lourmarin, village du sud de la France. Après René Char, Albert Camus, devenu fortuné, y achète à son tour une maison et dit à Grenier « Je mets mes pas dans les vôtres ». Plus intéressant, Grenier rapporte une conversation qui résume le passé pour reprendre ses mots, indiquant le rapport du non-rapport des Français d'Algérie, y compris les plus proches, les plus progressistes, aux Arabes. Je vous lis le passage. « Pourquoi ne choisissez-vous pas d'habiter une belle maison à la campagne ou au bord de mer en Algérie, puisque vous êtes maintenant à même d'acheter une résidence de votre choix et que vous êtes attaché à votre pays ?» Il me répondit d'un air contraint, « C'est parce qu'il y a les Arabes. » Ne voulant pas dire que les Arabes le gênaient par leur présence, mais par le fait qu'il fut question de la nature et des limites de cette dépossession. La nature et les limites de la dépossession des Arabes est bien le point de forclusion de l'espace littéraire de Camus, ou le point de départ de son écriture et engagement, comme l'avait démontré l'historien Dominique Collat, c'est-à-dire Misère en Kabylie, qu'on cite tout le temps comme étant les textes engagés de Camus lorsqu'il était missionné par le journal communiste Alger républicain, où il décrit la famine, l'exclusion, l'inégalité, mais il décrit ces textes, comme le dit Dominique Collat, commencent en bout de parcours de la politique démographique de la colonisation.
C'est-à-dire qu'elle résulte, Camus commence à écrire par la fin de la déstructuration des économies autochtones et des politiques de famine qui existent en Kabylie. Je voudrais, maintenant il est temps de passer et de recentrer aux écrits calédoniens, et je voudrais passer à Jean Mariotti et Apollinaire Hanno-Ataba, et vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce détour par Camus-Grenier. Contrairement aux historiens, je vais, moi, tenir une thèse inverse. L'événement fondateur de la politique contemporaine dans le mécanisme, ce n'est pas le coup de force de la prise de possession de 1853, c'est toutes ces séries de guerres qui se sont produites après le 24 septembre 1853, guerres progressives, généralisées, et qui vont aboutir au paroxysme des deux grandes guerres, 1878-1917, qui sont suivies, on a parlé de violence tout à l'heure, de violentes dépossessions et répressions disproportionnées vis-à-vis des populations civiles, comme si, et moi c'est ma thèse, j'en suis convaincu, comme si la France, puissance militaire, avait voulu marquer la mémoire orale des populations civiles, en les dépossédant pas simplement physiquement, mais en les regroupant dans des réserves qui ont été créées en 1887. C'est-à-dire que, de manière progressive, je fais court, les guerres vont se généraliser du sud vers le nord et vont parquer de manière gérée et administrer les populations en les déportant de leur lieu natal vers d'autres des réserves. C'est ça le traumatisme pédural. Alors pourquoi je dis ça? Jean Mariotti, il est originaire de Farino. Apollinaire Hanno-Ataba, d'une tribu, une réserve de Moméa, qui se trouve sur le territoire de la commune de Moindou, où les gens de Guaro-des-Vins, à côté de Bourail, ont été déportés suite à la répression de 1878. Farino, La Foix, Bourail furent les terrains de guerre de 1878 et les scènes ou espaces littéraires dans lesquels est contextualisé à bord de l'Incertaine de Jean Mariotti. De même, l'essai que va écrire Apollinaire Hanno-Ataba, Histoire et psychologie des Mélanésiens, il est contextualisé dans ce terrain natal de Apollinaire Hanno-Ataba. Dans le roman de Mariotti, qui est écrit en France en 1942, l'histoire kanak est évoquée en arrière-fond, comme en filigrane de la matière imaginaire du rêve. On ne perçoit la présence des autochtones que par des signaux, des codes de communication tels que les feux qu'on voit au loin. 1878, pourtant, et c'est ça le coup de génie de ce roman, il hante le roman comme un spectre qui est situé hors cadre, hors champ, en marge de l'espace littéraire, au point que le nom l'Incertaine, qui est le nom d'une épave d'un bateau échoué, c'est le point autour duquel se tressent les rêves des enfants sur cette épave du nom de l'Incertaine. Il y a un historien néo-zélandais qui s'appelle Adrian Muckle qui avait démontré que la guerre de 1917, pas celle de 1918, eh bien, à travers les archives, il arrivait à déconnecter cette espèce de psychose, le spectre de la guerre qu'on trouvait à travers les archives. Une psychose qui est de l'ordre du délire de persécution. Alors, je vais un peu plus vite. Ce délire psychotique de persécution, on le trouve dans la période dite des événements, et on le trouve encore maintenant dans les réseaux sociaux et dans les médias, dès lors qu'ils parlent de souveraineté et d'indépendance. Et je dirais même, le récit de vie politique de Jacques Lafleur, qui s'appelle L'Assiégé, c'est vraiment, je ne suis pas lacanien, je vous laisse ce soir lacanien d'analyser ça, c'est vraiment le délire psychotique de persécution, d'être délogé de la place souveraine, d'où le titre L'Assiégé. Je vais un peu plus vite. Je dirais, pour résumer cette première comparaison, je dirais ceci, c'est que ce qu'il y a d'étonnant entre le texte de Mariotti et celui de Apollinaire Hanno-Ataba, qui se rejoignent sur un point, c'est une fiction de la guerre de 1878. Mariotti, il traite dans l'imaginaire la guerre kanak, alors qu'il fuit même, à l'image de sa vie, il fuit dans l'imaginaire pour traiter de 1878. Alors que Apollinaire Hanno-Ataba, il utilise l'imaginaire, la fiction, mais pour mettre au cœur de son essai 1878 pour revenir en plein réel. L'essai de Apollinaire Hanno-Ataba, s'il met 1878 au cœur, c'est pour analyser. Bon, 5 minutes, tant pis pour Nicolas Kurtevich et Dewey Gorodé, les pauvres, je vais les massacrer. Donc je vais essayer d'improviser.
Je viens maintenant à Kurtovic et Gorodé sur le recueil de Dire le vrai. Alors, je vais résumer, parce que si je lis la communication, je ne pourrais pas tenir 5 minutes. Kurtovic et Gorodé, quand ils commencent à écrire, à signer, ils commencent à être connus en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Ils commencent à avoir une notoriété, une reconnaissance littéraire qui, pour certains universitaires, disent qu'à l'époque, c'était les deux écritures les plus authentiques. Ce qui est intéressant, pour faire simple, vous avez une femme, kanak, un homme, européen calédonien, qui décident ensemble de croiser leur poésie autour de listes thématiques juste avant la signature de l'accord de Nouméa. Et ils échangent, ils croisent sur des thématiques, il y en a 18, et je vais en choisir une ou deux, en allant très vite. D'abord, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Grenier et Camus, qui est une dépossession, etc. Qu'est-ce que fait Nicolas Kurtovic avant de s'adresser à Dewey Gorodé? Il reconnaît, lui, et c'est le préalable, qu'il y a eu une dépossession. Je lis la poésie, la première poésie de Kurtovic. En tout premier lieu, c'est sur la terre, hein, le thème la terre. En tout premier lieu, accorde-nous ton pardon d'avoir été inhumain, en ne songeant qu'à avoir votre terre, être ainsi et comme ne pas être. Je veux être maintenant, être regardé pour ce que je suis. Fin de citation. Donc déjà, des préalables, la dépossession qui était implicitement dite par Grenier et Camus, elle est là, mise sur le devant de la scène littéraire. Elle est explicite. Alors que, vous savez très bien, tous les peuples autochtones, qu'ils soient maoris, kanak, etc., ce qui fonde leur culture, c'est le lien à la terre. Et quand Dewey Gorodé parle de la terre, je prends les poésies de 96, je lis quelques extraits. Dans ma langue, la terre se dit Napo, là où l'on dort. Et je continue sur un autre extrait sur la terre. Seul, sans rien, un matin ou un soir, un jour ou une nuit, je m'en irai à ma mère. La terre, comme je suis venu à ma mère. La terre, un jour ou une nuit, un matin ou un soir, seul, sans rien. Donc je vais aller plus vite. Vous voyez très bien que déjà, si on prend, j'ai fait d'autres thèmes comparatifs, si on prend le thème de la terre, Dewey Gorodé est ancré foncièrement à la terre. Kurtovic prend conscience que même s'il a à peine 2 siècles d'histoire, il est quelqu'un qui n'a pas ce même lien à la terre. Et pourtant, il y a un échange. Alors, je vais prendre un autre thème, puis je finirai là-dessus. C'est le thème des racines. J'ai choisi ce thème-là parce que quand même, c'est un thème fondamental sur le conflit des communautés. Tu étais là avant, qui t'es qui, toi, nous, kanak, etc., etc. Alors, voici ce que dit Dewey Gorodé. Pour naître au monde, avant l'envol, au gré du vent, vers le gué ou vers les eaux qui s'en vont vers la mer et au-delà vers un pays, un quai, une gare, un aéroport, un réseau, une voie, un chemin vers les autres. Ce qu'il y a de curieux quand on lit bien cette poésie, parce que ce qu'il y a de dur dans la poésie, il faut la méditer, il faut la lire, il faut la relire. C'est un tour de force dans un espace académique de prendre des poésies et de les commenter. Heidegger y est arrivé, mais il avait des séminaires. Ce qu'il y a de absolument singulier, c'est qu'on pourrait s'attendre de la part de Dewey Gorodé une revendication identitaire sur la Terre, un ancrage. Non, elle dit tout l'inverse. C'est une éclosion vers l'autre. Alors que Nicolas Kurtovic, voici ce qu'il dit, je finirai là-dessus, même si ça coupe la communication en deux. Voici ce que dit Nicolas. Terre, racine absente, racine jetée au vent, alibi, racine alibi, sans racine, alibi encore, racine sans âme, mais racine si lointaine, multidimensionnelle, si improbable, mes racines défaites au premier souffle, la peur m'étreint, mon nom s'est perdu, mes pas sur l'arbre couché au sol s'enfoncent. C'est quand même remarquable, je ne sais pas s'il y a des Calédoniens dans la salle, mais c'est quand même remarquable de la part de ce qu'on appelle vulgairement un caldoche, d'avoir l'humilité de dire qu'il n'est pas d'ici, que ses racines sont ailleurs, et que lui, sa quête, c'est d'être au niveau multidimensionnel. Si beaucoup d'Européens ou de non-Kanaks pouvaient avoir ce discours-là en ce moment, croyez-moi qu'au niveau politique, ça irait beaucoup mieux.
Alors, je voulais finir sur une poésie qu'ils ont écrite en commun, mais je vais m'arrêter là. Je dirais tout simplement, bon, pour résumer, que ce que j'appelle par subjectivation par les styles politiques, j'ai essayé de montrer que c'est par l'écriture, par les styles, par la manière d'écrire, qu'ils inscrivent leurs liens dans un espace littéraire, mais que cet espace littéraire, il est quand même diffracté par l'histoire. Et qu'en fin de compte, je dirais, pour conclure, que c'est par les pratiques d'écriture que l'espace littéraire apparaît. Et c'est pour ça que je vois Pierre Gop que je salue, il a raison de publier ces textes. Parce que publier pour un Kanak, voire pour un Caldoche, c'est pas simplement avoir une renommée ou une carrière littéraire, c'est créer un espace de publication dans lequel l'ensemble en miroir peuvent se reconnaître. Merci beaucoup et... Je voudrais juste rajouter une chose, c'est pas dans mes habitudes, mais je vais le faire. J'avais commencé ma communication par un sentiment, je voudrais la finir par une émotion. Je dédie ce petit travail, le texte qui sera publié, en mémoire de Dewey Gorodé, puisse-t-elle reposer et vivre en paix.